Le problème, c'est que cet algorithme est amené à attribuer un score de risque beaucoup plus haut aux personnes les plus précaires et les plus vulnérables. Les familles monoparentales en France, c'est d'ailleurs majoritairement des femmes. L'administration rend rarement publique l'existence des algorithmes qu'elle utilise. Donc en fait, même si les règles ne sont pas décidées par des humains, on a toujours des choix humains derrière. Et c'est ça qui est hyper important. Donc on le voit aussi que dans les choix techniques, on a des décisions qui sont très politiques, mais qui sont cachées sous couvert d'objectivité. On pourrait imaginer qu'on utilise cet algorithme en priorité pour identifier les personnes qui devraient percevoir plus d'argent. Ce n'est pas le choix de la CAF, publié, même s'il y a moins d'informations, parce que ce qui est très important pour l'instant, c'est de savoir que les algorithmes existent. C'est déjà un premier pas qui est hyper important. Avoir une liste de quels algorithmes les administrations utilisent, c'est un premier pas qui est essentiel. Bon, Jack, qu'est-ce qu'on a? Boule rouge, double homicide, un homme et une femme, tueur sexe masculin, blanc, la quarantaine. Les précogs voient un meurtre 4 jours avant. Quoi celui-là, c'est tard? On l'appelle boule rouge. Dans les crimes passionnels, il n'y a pas préméditation, on les découvre tard. Presque toutes nos urgences sont des cas spontanés comme celui-ci. Nous n'avons presque plus de préméditation dans les meurtres. Les gens ont reçu le message? Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Let's go Trench Tech, bienvenue à toi, et puis à toi aussi, à toi qui nous écoute, toi qui nous observe, oui toi que l'on ne voit pas, mais qui sait tout de nous. Oh non, je ne suis pas conspi, non. Juste un citoyen comme toi, qui n'a plus aucun secret ni pour les GAFAM, ni pour les algorithmes de l'État non plus. Cyril au micro et Mick à mes côtés, à moins que cela ne soit l'inverse. Salut Cyril, mais dis donc, t'attaques fort aujourd'hui, pleine forme là. Et oui Mick, parce que nos vies algorithmiques, c'est politique. Dans l'extrait de Minority Report que vous venez d'entendre... Magnifique. Tout à fait. L'agent du ministère de la Justice venu auditer le travail de Tom Cruise, le super flic de Pre-Crime, conclu par les gens ont reçu le message pour s'expliquer la chute des meurtres avec préméditation. J'avoue que même 20 ans après, ce film a un petit côté glaçant quand même. Mais là, c'est quoi le rapport avec notre invité ? Glaçant alors que tu es tout à fait spicy aujourd'hui, mon cher Mick. J'y viens, tu vas comprendre ma logique, Mick. Dans Minority Report, les précogs qui prédisent les crimes, voire l'avenir, mais en fait, ils sont très semblables à nos algorithmes modernes, ces précogs, et à l'IA prédictive plus particulièrement. Aujourd'hui, chacun sait que chacun de ces faits et gestes est observé, mesuré, enregistré, embasé. Nous avons accepté de mettre nos vies en données. Comportement d'achat, consommation média, date, running, voyage, photos de nos gosses sur Insta et même starter pack sur ChatGPT. Notre jumeau numérique ressemble à un amas informe de data mais prétend mieux nous connaître que nous-mêmes. Ainsi modélisées, nos actions sont décortiquées au point d'être prédictibles et deviennent autant de leviers pour nous scorer, nous autoriser ou nous entraver, comme dans le roman de Philippe Cadic. Tu connais ma passion pour les GAFAM qui en font leur beurre, mais ce que je viens de décrire est-il plus acceptable de la part d'un État ? Quand l'algorithme devient un rouage de l'action publique, comment s'assurer qu'il serve la démocratie plutôt que de la contourner ? C'est ce dont nous allons débattre avec Swazik Penico. Swazik Penico est une experte en politique numérique et droits humains. Ancienne membre d'Etalab, elle a cofondé l'Observatoire des algorithmes publics, l'ODAP, dans son petit nom commun, pour recenser et analyser les algorithmes utilisés par les administrations françaises. Militante, elle dénonce le manque de transparence des algorithmes publics et a participé à des enquêtes révélant les risques de discrimination liés à l'usage d'algorithmes dans les services publics. Rien que ça. On pense notamment à celui de la CNAF, mais on va en reparler. Bonjour Swazik. Bonjour. Tu vas nous aider à mieux comprendre ce qui se cache derrière ces algorithmes publics et à interroger leur transparence et les moyens de préserver ou de rétablir, le cas échéant, le débat démocratique. Et à mi-chemin de cet épisode, vous retrouverez aussi Louis de Disbach avec sa tech entre les lignes pour nous chanter un couplet d'Elisa. De Gainsbourg ? Oui, non, en fait, c'est pas ça. C'est Elisa, mais avec un Z. Autant pour moi, c'est pas de Gainsbourg dont il s'agit, c'est Elisa avec un Z, le premier chatbot, l'ancêtre de ChatGPT en quelque sorte. Enfin, restez avec nous car à la fin de cet épisode, nous débrieferons avec Mick Spicy and Tasty, et Greg le monteur également, des grandes idées partagées par Swazik. Voici le moment de débuter. Vous êtes bien dans Trench Tech et ça commence maintenant. Trench Tech, critical thinking for ethical tech. Des algorithmes dans les services publics ? Oui.
Et pas seulement pour prédire des fraudes. De la CAF à Parcoursup, ils orientent, ils trient, ils priorisent nos choix, nos décisions, peut-être même nos destinées. Parfois, qu'on le sache sans qu'on le sache vraiment, et le plus souvent sans comprendre ni comment, ni pourquoi. C'est tout ça qu'on va voir ensemble. Swazik, il faut que tu nous éclaires là-dessus. Concrètement, c'est quoi un algorithme public aujourd'hui et comment on décide ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas? Alors, vaste question. On peut rentrer dans le dur directement. Une chose qu'on peut déjà tout de suite mentionner, c'est que effectivement, on a déjà abordé les IA prédictives, les robots tueurs, des IA absolument tentaculaires. Dans l'administration, les algorithmes publics, ils prennent des formes très différentes et parfois beaucoup plus simples. Et en fait, avec des technologies qui sont beaucoup moins complexes que celles auxquelles on peut penser dans notre imaginaire. L'automatisation de l'administration publique, ça commence par l'automatisation par exemple, du calcul des impôts. Donc ça, c'est les années 70, par des systèmes très simples. Donc ça, c'est une première forme d'algorithme public. Tu dis très simple, c'est d'un point de vue technique, parce que d'un point de vue de toutes les règles qui sont dedans, ouais, on connaît la complexité des impôts. Et en vrai, même d'un point de vue technique, c'est assez compliqué. Ouais. Mais là où je veux en venir, c'est que on pense souvent, notamment en ce moment, à l'intelligence artificielle avec du machine learning, du deep learning, voire de l'IA générative. Alors qu'en fait, dans l'administration, ça prend des formes très diverses, notamment des fichiers Excel, en fait, des tableurs de calcul, ce genre de choses. Les impôts ne sont pas calculés dans un tableur de calcul Excel, je vous rassure. Non, c'est dans une base donc... Non, mais non plus. Non, mais en fait, ce que tu nous dis là, c'est que les impôts, c'est ce qu'on appelle quelque chose de déterministe. Les règles du fonctionnement et ce que chacun va payer des impôts est défini par des règles qui sont basées d'ailleurs sur la loi. Là, en l'occurrence, c'est légal. Alors que dans des applications plus avancées techniquement, en intelligence artificielle, mais on va y venir. C'est ce qu'on appelle du non-déterminisme. C'est pas un humain qui est venu déterminer quel allait être le résultat du calcul de l'IA, mais des mécanismes beaucoup plus complexes. C'est ce que tu vas nous... Exactement. Et peut-être pour citer d'autres exemples très concrets, comme ça, on a une base sur laquelle parler. Tu as parlé de Parcoursup dans ton introduction. Oui. Donc Parcoursup, pareil, c'est un système qui n'est pas prédictif, c'est un système qui attribue un score en fonction de paramètres pour faire de l'appariement, donc de l'appariement entre une offre et une demande. L'offre, c'est les places dans l'enseignement supérieur, la demande, c'est les candidats. On pense aussi aux algorithmes qui sont utilisés pour attribuer les greffons, les organes, les dons d'organes, donc les greffons cardiaques par exemple, ça aussi, il peut y avoir des algorithmes. Et puis ensuite, on a tous ces systèmes auxquels on pense beaucoup plus spontanément, qui sont les systèmes prédictifs, qui là vont potentiellement être basés sur des méthodes statistiques ou plus avancées, type deep learning, même si c'est encore assez rare dans l'administration, qui vont permettre de prédire des situations futures et qui là peuvent être utilisées dans la lutte contre la fraude, ou en tout cas dans les domaines dans le système social, donc côté CNAF, côté France Travail, mais aussi dans d'autres applications. Et je rajouterai un dernier exemple de ces algorithmes. C'est maintenant avec l'IA générative, il y a des nouvelles applications qui peuvent s'envisager, notamment pour générer du contenu. Et là, on peut penser à plein de chatbots qui existaient avant, mais qui embarquent des nouvelles technologies. Alors, on va rentrer dans le détail. On veut justement que tu nous donnes du concret sur ces usages. Juste pour bien résumer, si j'ai bien compris, l'attribution des impôts, le choix des personnes qui vont bénéficier d'un greffon quand ils ont besoin d'une greffe, tous ces exemples-là, c'est déterminé par des règles, c'est déterminé par des humains derrière, et il y a eu un encodage de ces règles dans un ordinateur qui les exécute sans aucune surprise. Et là où ça devient un peu plus tricky, on va dire, c'est quand on a des algorithmes, donc tu citais de deep learning et autres, ou simplement d'intelligence artificielle, qui vont commencer à émettre des règles avec de l'intelligence artificielle générative aussi. C'est l'exemple que tu commençais à nous donner là. Un exemple dont on parle beaucoup dans les médias, c'est celui de la CAF. Tu peux nous en parler un peu plus en détail, parce que là, on est bien dans l'intelligence artificielle, du coup, complète, quoi. Oui, alors c'est hyper intéressant que tu mentionnes tout de suite la CAF comme exemple, parce qu'en réalité, l'algorithme de la CAF, il n'est pas si complexe que ça. Pour les statisticiennes d'entre vous, c'est une régression logistique. D'accord. Donc c'est un système statistique qui déterministe. Du coup, on sait dire à l'avance quel résultat il va avoir en fonction des données qu'on lui donne en entrée. Exactement. Tout le monde peut calculer. Enfin, si on avait accès aux paramètres. Donc, je vais peut-être recadrer ce que c'est l'algorithme de la CNAF, parce que j'en parle comme ça. Oui. Et je dis CNAF, mais c'est les CAF. En gros, la CNAF, c'est la Caisse nationale des allocations familiales. Donc, c'est la chef des autres CAF, quoi. Mais donc, les CAF utilisent depuis le début des années 2010
un algorithme pour attribuer à chaque foyer d'allocataires un score de risque qui correspond à la probabilité que ce dossier allocataire comporte des erreurs. Des erreurs qui souvent entraînent la CAF à avoir versé trop d'argent aux allocataires, même si ça peut être aussi parfois trop peu d'argent. Et donc, on peut en parler comme un algorithme de lutte contre la fraude, parce que certaines de ces erreurs, certaines de ces incohérences sont frauduleuses, mais en réalité c'est une minorité. Et ce que les CAF disent, c'est qu'elles cherchent surtout n'importe quel type d'erreur pour pouvoir verser le bon montant à chaque allocataire. Et ce système, donc juste pour revenir sur le côté technique, c'est un système qui est prédictif, mais qui se base sur des méthodes qu'on peut expliquer. Donc c'est pas une boîte noire, on peut l'ouvrir. Oui. Et ça, je pense que c'est important de le dire pour deux raisons. La première, c'est de redire que malgré les imaginaires qui peuvent se cacher derrière, en fait, la plupart des systèmes, même s'ils s'affichent comme compliqués, ne le sont pas techniquement. Et quand bien même les systèmes sont des boîtes noires, donc par exemple avec les techniques de deep learning, c'est toujours des choix humains derrière. C'est juste que les choix humains se situent à un autre niveau. Par exemple sur la décision d'avoir recours à un algorithme, mais aussi les jeux de données qui vont être utilisés, les paramétrages, etc. Donc en fait, même si les règles ne sont pas décidées par des humains, on a toujours des choix humains derrière. Et c'est ça qui est hyper important à retenir. Explique-nous, quel est le problème avec l'algorithme de la CAF ? Pourquoi on en a entendu parler dans les médias ? C'est quoi le problème ? Oui. Et dans votre podcast aussi, j'ai entendu plusieurs invités en parler. Nous l'ont dénoncé, effectivement. On salue Marius au passage, qui en a parlé. Il revient très vite en exemple un peu iconique de la mauvaise utilisation de l'IA, et ça n'en est pas complètement, au sens technique du terme, c'est pas encore de l'IA, dans les algorithmes publics. Donc, c'est quoi le problème ? Alors, avec une vraie question sur ce que c'est la définition de l'intelligence artificielle, je pense qu'on pourra y revenir, mais pour présenter le problème très concret de l'algorithme de score de risque des CAF, le problème, c'est que cet algorithme est amené à attribuer un score de risque beaucoup plus haut aux personnes les plus précaires et les plus vulnérables. Très concrètement, parmi les critères qui font augmenter votre score, il va y avoir si vous êtes une famille monoparentale. Les familles monoparentales en France, c'est d'ailleurs majoritairement des femmes. Donc on voit que déjà les mères célibataires sont désavantagées. D'autres critères qui vont faire augmenter votre score de risque, c'est si vous touchez l'allocation adulte handicapé et que vous travaillez en même temps. Ce qui va faire augmenter votre score, c'est si vous avez des variations dans vos revenus. Et ça, c'est souvent pour les personnes qui cumulent différents jobs ou bien qui ont des situations professionnelles instables. Et aussi, ce qui fait, notamment les personnes qui sont donc les plus contrôlées, ça va être les personnes qui vont toucher le RSA, la prime d'activité, donc les minima sociaux, par opposition, par exemple, aux allocations familiales, qui là sont beaucoup moins contrôlées et qui sont aussi versées par la CAF. Donc ça, c'est en gros le problème. Donc si on résume à ce stade le problème en ce qui concerne les CAF, la CNAF, c'est que le système en lui-même n'est pas si complexe que ça, tu l'as dit. En revanche, dans son paramétrage ou dans son déterminisme, il a tendance à être un peu biaisé parce que du coup, il va aller s'intéresser davantage à des situations qui sont déjà précaires pour éviter les trop perçus, parce que derrière, on comprend bien aussi que la mécanique, c'est compliqué d'aller récupérer l'argent une fois que ça a été versé, etc. Bon, voilà, c'est sujet à débat, évidemment, mais on comprend ça. On comprend aussi qu'il y a algorithme d'un côté, intelligence artificielle de l'autre, quand bien même on pourrait définir à nouveau l'intelligence artificielle, etc. Mais la grosse différence entre l'informatique d'hier, qui était déterministe avec des algorithmes qui répondaient justement à des arbres de décision, et l'intelligence artificielle qui est censée, entre guillemets, raisonner elle-même, on la retrouve là, cette dichotomie. Pour autant, on a évoqué donc un certain nombre d'outils et d'algorithmes déterministes. On a parlé donc, là, à l'instant de la CAF, les impôts, Parcoursup, etc. Malgré tout, autant les impôts, on comprend à peu près comment ils fonctionnent parce qu'on a déjà rempli sa déclaration d'impôt, autant Parcoursup, quand on en entend parler, à chaque fois on a l'impression que ça reste malgré tout une boîte noire parce qu'on ne comprend pas bien comment ça fonctionne. Donc est-ce que la transparence, elle commence pas là ? C'est-à-dire d'expliquer quelles sont les règles déterministes, et avant même de se poser la question de quand une intelligence artificielle prend des décisions entre guillemets elle-même, là on va encore un cran plus loin. Mais qu'est-ce qu'il en est de cette transparence des algorithmes publics aujourd'hui ? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est de dire, c'est pas parce que, en fait, il y a des systèmes qui ne sont pas si compliqués techniquement, dont on pourrait rendre transparents les paramètres, dont les paramètres ne sont actuellement pas rendus transparents. Et je pourrais y revenir. Pour moi, la transparence, elle doit être encore plus large que ça. Mais le
le problème actuel, l'un des problèmes, c'est que ces critères-là sont rarement rendus publics par l'administration. J'irais même plus loin, l'administration rend rarement public l'existence des algorithmes qu'elle utilise. Alors, il y a plusieurs raisons avancées par l'administration. Par exemple, pour Parcoursup, il y a un article de loi, d'ailleurs, qui introduit une exception à la règle de publication des critères de calcul, qui est protéger le secret des délibérations pédagogiques. Donc on dit, les systèmes ne doivent pas être connus par défaut pour protéger le libre arbitre, ce genre de choses. On peut y revenir, on peut contester ça. Côté CNAF, la CNAF a dit, si on ouvre les paramètres de l'algorithme, les fraudeurs vont s'en servir pour tromper le système. Ce qui est un argument, je vais y revenir là, qui est assez intéressant à deux niveaux. D'une part, parce que on voit bien que la CNAF joue habilement entre la double utilisation à la fois pour les erreurs et pour les fraudes, puisque en fait, il est majoritairement utilisé pour détecter les erreurs. Donc techniquement, c'est un argument qui tient pour une partie du système, mais pas pour toute son utilisation. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, la plupart des critères, je l'ai rappelé précédemment, utilisés par la CNAF, c'est des critères qui sont socio-économiques. Donc ça voudrait dire, il faudrait que j'abandonne un de mes enfants. Ça changerait mon score, mais je ne sais pas si quelqu'un veut abandonner son enfant pour changer son score. Et donc ça, des parts sociales, enfin des. Apparemment, oui. Bon, voilà, on peut. Bon. Non, ça veut dire qu'il faut juste traverser la rue pour avoir un emploi stable, comme dirait Emmanuel Macron. Enfin, il y a un moment donné, c'est pas très compliqué, aucun quoi. Commentaire. Merde. Et donc voilà, donc on voit que ça, c'est des arguments qui sont avancés par les administrations. Qu'on peut contester aussi. Donc. Et donc on voit qu'il y a un certain nombre de risques à tout ça, les risques d'exclusion, d'erreurs, de discrimination, etc. Mais bon, passons. Tu as le bonjour d'Albert. Passons à Albert. Passons aux intelligences artificielles. Alors notamment qui a fait l'objet de toute une partie d'un sujet dans une émission sur France Télé, un cache investigation en l'occurrence. Albert, c'est quoi ses particularités? Qui a pensé Albert? Nous, ce qui nous interroge beaucoup aussi, c'est qui sont les faiseurs de ces technos qu'utilise ensuite l'administration publique française. Est-ce que c'est fait en interne? Est-ce que c'est acheté à l'extérieur? Voilà. Donc, partons sur Albert et explorons cette piste pour savoir qui est derrière ces technos qui arrivent aujourd'hui sur les postes de travail de nos fonctionnaires. Des agents. Oui, tout à fait. Donc, alors, Albert, ou en tout cas Albert France Service, c'est un outil qui a été développé par la direction interministérielle du numérique en lien avec des prestataires, donc une espèce de collaboration entre l'administration et des prestataires privés, pour mettre à disposition des agents des maisons France Service un chatbot, moteur de recherche pour pouvoir répondre aux questions des personnes qui venaient prendre rendez-vous dans les maisons France Service. Et donc c'est un mini chat GPT à l'échelle. Exactement. Et en fait, c'est exactement. Et c'est basé sur un LLM. Je ne sais pas s'il faut que j'explique LLM dans votre émission. Quelqu'un s'en charge pour moi, je crois. C'est ça, voilà. On s'en charge, t'inquiète. C'est un grand modèle de langage. C'est les grands modèles qu'on retrouve derrière ChatGPT. En fait, ils ont refait un modèle à la ChatGPT, mais entraîné beaucoup sur des données françaises, dédiées à l'administration et recréé, je crois, quasiment de zéro ou à partir d'une souche en open source pour que ce soit aussi le plus souverain possible, le mieux maîtrisé. C'est ça. En tout cas, l'objectif affiché, c'est la souveraineté. Il y a un certain nombre d'informations techniques qui sont disponibles sur GitHub. Donc, si les plus techniques d'entre vous veulent aller voir, vous pouvez. En tout cas, voilà. Donc oui, il y avait cette volonté que ça soit souverain et que ça soit pas dépendant justement d'entreprises américaines. Ouais. Et alors, du coup, quel problème avec Albert? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça donne satisfaction? Alors, est-ce que ça y est, on peut dire que l'administration française fait de l'IA ou pas? Alors, moi, j'ai pas personnellement travaillé directement sur Albert. Je peux vous dire, en revanche, ce qui me pose question dans la démarche. Ceci étant dit, je voudrais aussi dire que
le Albert France Service, je considère que c'est un algorithme qui est moins dangereux que l'algorithme de score de risque de la CAF. Enfin, je pense qu'il faut aussi faire peut-être la distinction entre des usages plus ou moins dommageables pour certaines personnes. Oui, c'est important parce que juste, il faut rappeler que Albert, il est au service des agents pour les aider à formuler des réponses plus facilement vis-à-vis des administrés, c'est ça C'est ça. En tout cas, c'est l'objectif du système. On peut se poser plusieurs questions. On peut se poser la question de est-ce que c'est les agents qui ont fait cette demande? Qui a décidé en fait que les agents avaient besoin d'un tel outil? Par exemple, est-ce que les agents manquent vraiment de temps dans les maisons France Service pour répondre à des demandes? Peut-être, mais ça c'est quelque chose qu'il faut vérifier. On peut aussi vérifier si le problème c'est le manque de temps. Est-ce que un LLM dont par définition on sait que même s'il cite ses sources, il faut aller vérifier systématiquement les informations, permet ce gain de temps? Je ne sais pas. Donc ça c'est des questions qu'on peut se poser. Et après on peut se poser aussi la question des résultats. Donc en termes de est-ce que si on s'est fixé ses objectifs, Albert atteint ses objectifs? On sait par ailleurs qu'il y a des exemples, par exemple dans la ville de New York, où un chatbot mis à disposition des chefs d'entreprise par la municipalité donnait des résultats complètement désastreux. Donc en fait, les exemples publics qu'on a ne sont pas très probants. Oui, partant de tout ça, moi ma question principale que j'ai pour Albert, c'est où est le programme d'expérimentation public et où sont les évaluations? Parce que l'enjeu, ce n'est pas de ne pas expérimenter. On peut expérimenter sur des choses, notamment si le problème est bien défini, qu'on a fait participer les utilisateuristes et les personnes touchées. Enfin, moi, ça me paraît très intéressant. Mais quelles sont les conditions de cette expérimentation? Est-ce que on sait comment on va évaluer le système? Quels ont été les résultats de cette évaluation? Et si les résultats ne sont pas probants, est-ce qu'on va décider de stopper l'expérimentation? Et ça, c'est des choses qui ne sont pour le coup pratiquement jamais rendues transparentes. Nous, c'est des chiffres qu'on produit avec l'ODAP, l'Observatoire des algorithmes publics, sur lesquels je pourrais revenir, mais qui sont très importants pour le débat démocratique, notamment parce que ça coûte aussi beaucoup d'argent public. Exactement, et c'est non seulement frappé au coin du bon sens, mais en plus tu faisais mention de notre public, ça devrait parler à notre public parce que c'est exactement les mêmes logiques en entreprise, hein. Il y a une notion du UX design. Pourquoi on a besoin ou pas d'une IA à un moment donné, d'un LLM à un moment donné? Pourquoi faire plutôt que foncer tête baissée sur un truc parce que, entre guillemets, c'est à la mode ou parce qu'on a l'impression qu'on va laisser passer le train et donc on va encore être pris pour des guignols? C'est se poser cette question-là d'abord et puis mettre les KPI qui vont bien pour mesurer l'efficacité du truc parce que tout le monde se gargarise des soi-disant gains de productivité qu'on est censé obtenir avec, et parfois c'est vécu comme un caillou dans la chaussure par ceux qui l'utilisent et donc de fait, ils ne l'utilisent pas. Donc effectivement, ça ne communique pas sur l'intérêt, sur les résultats, sur les critères d'évaluation. Et donc vous faites comment à l'ODAP pour enquêter là-dessus? Oui, et peut-être pour... avant de répondre à ta question, je voudrais souligner un point par rapport à ça, c'est que cette approche par la tech, par l'outil, par la technologie plutôt que par le problème, elle a des conséquences qui sont très concrètes en matière de politique publique. On peut remonter à l'exemple de la CAF, parce qu'en fait, à la CAF, ce dont on se rend compte, c'est que les erreurs dans les dossiers des allocataires, qui génèrent des trop-perçus notamment, sont dues à un manque d'information préalable des allocataires. Donc les allocataires ne savent pas quelles ressources ils doivent exactement déclarer. Et donc, on pourrait imaginer, au lieu d'essayer de trouver une solution en aval, donc après coup, de contrôler les allocataires pour rectifier les erreurs, on pourrait essayer de les prévenir. Plus de pédagogie et communication en amont, quoi. Pédagogie, communication, adaptation de la législation, ça pourrait même être du numérique. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Et le fait de se concentrer, par exemple, sur la technologie pour le contrôle ou bien améliorer l'algorithme de contrôle, ce qui à mon sens est un non-sens, mais bon, ça c'est un autre sujet, elle nous empêche d'ouvrir notre imagination et d'être créatif et d'être innovant justement dans les solutions qu'on veut proposer. Et mais est-ce que c'est pas la même chose? Tu peux te dire que ce score finalement il sert à cibler les personnes pour avoir une bonne information auprès d'elles, de celles qui ont plus besoin de la bonne information pour ne pas faire d'erreur. Tu pourrais dire ça, mais tu pourrais aussi, on pourrait même utiliser, c'est presque, si on voulait vraiment aider les personnes, parce qu'il y a des personnes qui ne reçoivent pas assez d'argent de la CAF, ça s'appelle les rappels. On pourrait imaginer qu'on utilise cet algorithme en priorité pour identifier les personnes qui devraient percevoir plus d'argent. Oui. Ce n'est pas le choix de la CAF. En fait, la CAF a optimisé son modèle pour les indus. Donc, on le voit aussi que dans les choix techniques, on a des décisions qui sont très politiques, mais qui sont cachées sous couvert d'objectivité. Donc ça, je pense que c'est aussi important de le rappeler. Et le même outil peut être utilisé pour des emplois très différents. Donc, ça peut être aussi une pente glissante.
ou alors quelque chose qui pourrait être bénéfique. Et si on je suis pas juste, là à dire que la technologie est neutre, bien sûr, surtout pas. Je dis que voilà. Mais si on revient effectivement à la question sur comment vous allez chercher vous ces fameuses informations, et tu es passé d'abord par un petit chemin de traverse en rappelant qu'il y avait quand même un impact politique très fort. Il y en a un qui est évident et notamment dont on a conscience aujourd'hui parce qu'on parle de budget, c'est qu'effectivement ne pas se poser la question d'aller développer ou faire développer par d'autres des outils dont on n'a pas forcément besoin et qui sont pas forcément efficaces, ça a un coût aussi, rappelons-le. Ouais, tout à fait. Un coût qu'on connaît assez mal parce que ces informations-là ne sont pas publiques. Et donc nous, en gros, le constat duquel on est parti avec mes 2 cofondatrices de l'Observatoire des algorithmes publics, qui s'appellent Estelle Harry et Camille Girard-Chanudet, c'est que bonjour à elles, on les salue. C'est que malgré l'utilisation croissante de l'automatisation des algorithmes de l'intelligence artificielle dans l'administration, on n'a toujours pas un panorama de ce que l'administration utilise. Malgré l'existence de certaines obligations légales, mais qui de toute façon ne couvrent pas tous les systèmes. Tu veux dire qu'on ne sait pas, on n'a pas une cartographie de tous les algorithmes qui sont utilisés par l'administration française aujourd'hui. Il y a des zones d'ombre, quoi. Exactement, il y a majoritairement de l'ombre, et donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est déjà dans un premier temps de se dire, il existe en réalité déjà un certain nombre d'informations sur quelques algorithmes qui existent publiquement, qui sont partagés soit par les administrations elles-mêmes, donc via de la communication, dans des rapports, dans ce genre de choses, ou alors parfois si elles ont respecté leurs obligations légales sur des pages en ligne. Ou bien par des chercheurs, des chercheuses, ou bien par des associations comme la Quadrature du Net, qui ont fait un gros travail sur les algorithmes de la CNAF également. Et la Cour des comptes, justement. Exactement. Est-ce que la Cour des comptes, elle fait le job? Parce que comme ce sont des investissements, normalement, ça doit être audité, tout ça, non? Oui, alors la Cour des comptes, elle a sorti un rapport très intéressant l'année dernière sur l'IA au ministère de l'économie et des finances, que je vous invite à lire. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une lecture très divertissante. Je suis pas sûre que ça soit le cas de tout le monde, mais pour le coup, on a les passe-temps qu'on peut, qu'on mérite, je ne sais pas. Moi, je suis dans le rapport de l'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, sur le poids environnemental de l'IA. Je vous conseille aussi, 300 pages passionnantes, pareil. Je vois qu'on a les mêmes week-ends, c'est super. En fait, donc, et ce qu'on voit par exemple, c'est que la Cour des comptes a réussi à avoir des informations sur des algorithmes dont on ne connaissait pas l'existence, parce que pour le coup, pour leur audit, ils ont fait des demandes, notamment. Exactement. Et la Cour des comptes a accès à des informations auxquelles nous, on n'a pas accès. Et donc, nous, dans un premier temps, ce qu'on s'est dit à l'ODAP, c'est on n'a pas forcément les moyens d'aller... En tout cas, dans un premier temps, ce qu'on veut faire, c'est montrer que c'est possible, avec les informations qui existent, de rassembler déjà des informations de base sur un certain nombre d'algorithmes qu'on va mettre sur une base de données en ligne accessible à tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, Swazik, qu'on va revenir en détail dans la deuxième partie sur tous ces éléments de solutions, de transparence qui sont nécessaires, etc. Moi, j'ai une autre question avant. Je me dis que dans l'administration, on est régulièrement face à un grand dilemme. Comment faire pour que, à la fois, l'administration ne soit pas has-been et qu'on ne dise pas de toute façon, avant que l'administration elle mette de l'IA, il va se passer encore des décades. Tu vois le refrain. Et avec cette voix-là en plus. Et toujours avec cette voix-là, il y a toujours une voix de vieux con dans ces moments-là. Et en même temps, qu'on mette de l'innovation, et pourquoi pas avec l'IA, parce que c'est évidemment un grand levier d'innovation en ce moment, dans l'administration, de façon éclairée, raisonnée, sans que ça coûte trop cher ce que tu nous dises, et puis sans que ça pose de problème aussi. Tu nous as donné quelques illustrations. Comment on fait? Parce que si l'administration faisait rien en IA, n'ait pas tenté Albert, qui est effectivement une initiative souveraine, qui n'utilise pas OpenAI, tous les autres trucs américains, etc., ce qui est quand même une bonne approche. C'est une première. Et malgré ça, il y a tout le monde pour leur tomber dessus en leur disant ce que vous faites, c'est nul. Comment on fait quand tu es dans l'administration avec ça? Ouais. Alors déjà, et encore une fois, c'est pour ça que je dis, allez voir les informations sur Albert. Je suis pas sûre qu'ils aient pas eu du tout recours à OpenAI, parce que c'est aussi, il faut le rappeler, je rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, que faire une IA souveraine aujourd'hui, c'est impossible, parce que la chaîne de production d'une IA, elle ne peut pas, on peut faire des efforts. Non, mais déjà, si le modèle est hébergé sur une infrastructure de confiance souveraine, voire avec le certificat SecNumCloud, si on va au bout du bout, et qu'elle a été à minima fine-tunée, réentraînée à partir de données francophones, et puis qu'on a pris un modèle open source au départ, on est quand déjà même pas mieux. mal. Tu dis oui, c'est mieux que rien. Alors,
Non, mais comment on résout le dilemme ? C'est ça le sujet. Alors, et le dilemme que toi tu poses, c'est comment on n'empêche pas l'administration d'innover tout en le faisant avec les garde-fous suffisants. Oui, voire même comment on incite l'administration à innover, parce que je pense qu'elle en a besoin aussi, j'imagine. Alors oui, mais moi j'aimerais quand même, je suis désolée, mais j'aimerais quand même reposer cette question de qu'est-ce que ça veut dire innover. On peut innover de plein de manières, et parfois on a tendance à penser que la technologie c'est forcément une innovation. Non. Mais en tout cas, comment on active ce levier ? C'est pas le seul, bien sûr. Oui, mais tu vois, mais en fait, je suis désolée, je suis un peu, je suis un peu poil à gratter, mais il y a vraiment aussi cette question de est-ce qu'on a vraiment besoin de tester toutes les technologies et d'innover absolument et de l'intégrer absolument? Ça, c'est vraiment une question que je veux réitérer parce qu'elle est importante, parce que sinon, parfois, ça nous force à essayer de trouver des solutions à un problème qui n'existe pas. Donc toi, tu accepterais le fait qu'on dise l'administration n'a aucune initiative en IA pour l'instant, parce que trop coûteux, parce que trop incertain, parce que peut-être pas utile, tout simplement. Peut-être pas utile. Sur certains cas d'usage. C'est une question de cas d'usage encore. C'est ça. C'est le point de vue que tu encouragerais même. Moi, je dis pas qu'il faut pas utiliser l'IA. Je dis juste, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Effectivement, sur certains usages. Albert France Service, moi, si on reprend cet exemple, mais il y en a d'autres, mais est-ce que vraiment c'était un besoin qui était exprimé par les agents ? Ça, c'est une question à laquelle nous n'avons pas la réponse. On n'a pas la réponse. Effectivement. En revanche, j'ai un élément de réponse intéressant. C'est Ian Ferguson qui dit, alors Ian Ferguson de l'INRIA qu'on a reçu dans Trench Tech, on vous invite à lire ses publications et à écouter son épisode surtout, il dit dans un quotidien, Albert atteint près de 65% de pertinence, ce qui correspond aux performances les plus avancées des grands modèles de langage, tempère Ian Ferguson, avec cependant une forte volatilité. Là, c'est là que ça devient intéressant. Parfois, c'est parfait, parfois ce sont des hallucinations, bon, comme on en trouve dans tous les LLM. Dans tous les modèles. Bon, voilà, 65% de pertinence, manifestement, quand on regarde... Et moi, je voudrais amener un autre élément qui a été amené par quelqu'un qu'on a reçu aussi, qui est Jacques Priol, qui a fait l'observatoire des usages de l'IA dans le domaine public, et qui dit 60% de Shadow AI. Je vais expliquer ce que c'est le Shadow AI. C'est donc des agents publics dans les collectivités, lui, il est allé voir, qui utilisent des IA grand public dans le cadre professionnel, et donc en partageant en plus, en laissant fuiter des données en plus dans les échanges qu'ils ont. Oui, mais la donc ça montre bien que oui, il faut, à minima, parce qu'on y est poussé par les agents. Quand tu bosses dans une agence France Service, tu vas pas faire avec ChatGPT l'équivalent en RAG, entre guillemets, de ce que tu pourrais faire avec Albert, qui a été entraîné spécifiquement sur les sources. Alors, mais par exemple, alors dans les collectivités, mais dans les collectivités, pour reprendre Jacques Priol et pour reprendre les observations de Jacques, qu'on salue, il y a des offres qui se constituent autour d'outils spécifiques pour les collectivités, pour faire du RAG, pour faire des recherches, pour rédiger des délibérations. Ça, moi, je pense pas que ça soit complètement aberrant. Ce que je dis juste, c'est que souvent, le problème, il est mal posé. On se dit, on veut utiliser l'IA, où est-ce qu'on va aller pour utiliser l'IA, au lieu de se dire, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le service public, et partant de ce qu'on veut améliorer, se demander si l'IA peut répondre à ce problème. Voilà. Et dans ces cas-là, pourquoi pas ? Et une fois qu'on a décidé ça, quelles conditions on met en place ? Et c'est pareil, moi je suis pas très fan de dire le privé fait mieux que le public, vraiment, mais dans les entreprises privées... On tombera pas là-dedans non plus. Voilà, exactement. Mais en fait, partout, ce qu'on demande, c'est que quand on teste un truc, on ait des conditions de réussite, des objectifs, et si on n'atteint pas ces objectifs, il y a des conséquences. Parce que et ça, c'est pas forcément tout à fait suivi dans l'administration et ailleurs. C'est-à-dire que même quand l'expérimentation est un échec ou n'a pas les résultats escomptés, on est amené à vouloir continuer parce qu'on a peur de dire qu'on s'est trompé. Et donc, s'il y avait vraiment cette culture de l'expérimentation et de modération, pourquoi pas ? Mais en l'occurrence, moi, ce que je constate, c'est que tout ça n'est pas rempli. Et donc, à partir du moment où ces conditions-là ne sont pas remplies, c'est compliqué de se targuer d'être innovant, parce que pour moi, on est juste en train d'essayer de trouver des solutions à des problèmes qui n'existent pas forcément. Super. Voilà. Merci Swazik pour tous ces éléments et pour avoir accepté on n'a pas si souvent des bouts de débat où on chauffe un peu comme ça. Ouais, mais tu avais annoncé la couleur aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode de Hot Ones, les amis, avec Mr. Spicy and Tasty. Alors, c'est le temps de prendre une petite respiration avec la tech entre les lignes de Louis de Diesbach. La tech entre les lignes. Aujourd'hui, Louis, j'adore, parce qu'on va parler d'un texte qui a posé un concept pour les années qui ont suivi, l'effet ELISA. C'est bien ça, même si comme souvent, c'est pas du tout l'intention de l'auteur. L'article de Joseph Weizenbaum, intitulé ELISA, un programme informatique pour l'analyse de la communication en langage naturel entre l'homme et la machine, publié en 1966,
c'est d'abord et avant tout un article d'ingénierie qui revient sur le travail d'une équipe qui configure un chatbot. Donc c'est un papier technique à destination d'un public technique. En gros, oui, une super lecture de vendredi soir. L'article s'ouvre avec des considérations techniciennes sur le type de machine qui fait tourner Elisa et sur le but recherché. Pour faire simple, l'objectif, c'est que la machine lise et inspecte le texte d'entrée, ce qu'on appellerait aujourd'hui le prompt, et tente d'y trouver des mots-clés. Si un tel mot est trouvé, le prompt est transformé en fonction d'une règle spécifique et ça donne une réponse qui, puisqu'elle est formulée sous forme de question, entraîne une réponse et donc un dialogue. Par exemple, tu pourrais mettre « Mon père a peur de tout le monde » et ça donnerait comme réponse « Mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à votre père ?» Weizenbaum explique alors que la difficulté principale, d'un point de vue technique, réside dans le fait de trouver le mot-clé et de pas se tromper, tu sais, parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs dans un seul prompt, etc. Donc, il faut ensuite choisir la bonne transformation et l'appliquer convenablement, ce qui n'est pas évident. Il est auteur de poursuivre sur des questions statistiques et mathématiques pendant une large majorité de l'article. D'accord, donc en fait c'est juste du code, un algo, et pourtant... Et pourtant en fait oui, et pourtant tout est là. Tout est là parce que Weizenbaum constate qu'il a été très difficile parfois de convaincre certains utilisateurs du caractère non humain d'Elisa. Et l'auteur de s'impressionner devant cette démonstration d'un succès au test de Turing en 1966. Le chercheur explique que c'est d'ailleurs en fait facilité par la posture que prend la machine. Elle adopte celle d'un psychologue rogérien dont, en gros, la méthodologie part du principe que le thérapeute peut ne rien connaître du monde. En fait, c'est idéal quand derrière, t'as juste du code. Et Weizenbaum, il en tire quoi, lui ? D'abord, il rappelle que c'est pas son domaine. Et il dit que la question de la crédibilité de la machine devrait être davantage explorée. Mais il peut pas s'empêcher d'être abasourdi à quel point il semble facile de créer et de maintenir une certaine illusion de la compréhension et de la relation. La machine était initialement nommée Elisa, en rapport avec l'Elisa de Pygmalion, qui semble réelle, mais qui ne l'est pas. Si le psychologue rogérien Elisa dit « je comprends », en fait, il ou elle ne comprend rien du tout. Ce n'est que du code. Et plus de 50 ans plus tard, ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'il serait bon de relire les vieux textes, ou d'écouter la tech entre les lignes. Weizenbaum explique dans sa conclusion qu'il y a clairement quelque chose de dangereux dans le fait de pouvoir si facilement manipuler l'opinion. Je pense que la relecture de cet article, en fait, elle nous rappelle aussi à quel point on n'est pas maître de ces articles. Turing n'a jamais parlé de test de Turing, et Weizenbaum ne mentionne aucun effet Elisa. Ils ont pourtant vu leur texte leur échapper d'une certaine manière. Enfin, dans ces deux dernières phrases, l'auteur rappelle qu'il souhaite enlever l'aura magique de son chatbot et que, dans le sens le plus froid, Elisa n'est qu'un, je cite, « translating processor ». Bon, pour tomber amoureux, on repassera. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Superbe chronique de l'ami Louis, et vous l'aurez noté, nous avons Greg le monteur qui désormais s'est approprié les chroniques de Trench Tech. C'est lui qui pose les questions, on le salue. Salut Greg. On a coutume de dire que lorsqu'on a un marteau, on voit des clous partout, et on a vu dans cette première séquence que le risque de vouloir mettre de l'IA de façon un petit peu rapide et peut-être gratuite parfois est un véritable risque, et on demande parallèlement aux citoyens de faire confiance aux algorithmes, mais sur quelle base, hein ? La rhétorique d'ailleurs nous y pousse, on nous parle d'IA de confiance, d'IA responsable, etc. Et on vient d'évoquer quand même que les règles, les biais, les effets restent souvent opaques, de même parfois que l'identité des entreprises qui les ont codées au service de l'administration française, dont on aimerait être sûr au passage qu'elle-même sait bien ce qu'elle achète et pour les bonnes raisons, pas uniquement pour l'effet de mode ou pour la passion qu'elle nourrit pour les plateformes américaines. Enfin, je me comprends. Alors, comment nous assurer que ces algos publics soient au service du bien commun, Swazik ? Que dit la loi française sur ce sujet ? Tu l'as évoqué plusieurs fois, mais on aimerait bien quand même en savoir un tout petit peu plus. Tout à fait. Alors, pour commencer, peut-être il y a deux choses. Donc, je vais dans un instant parler de la loi française sur la transparence des algorithmes publics. C'est bien Swazik qui fait le teasing. Ouais, elle nous prépare. Exactement. Mais non, mais c'est pour construire un tout petit peu de patience. Mais juste avant, parce que ce que je voudrais redire aussi, c'est que quand on parle d'algorithmes publics, on parle de politique publique. Et quand on parle de politique publique, on a même dans la loi, plein de lois qui ne concernent pas la tech,
mais qui s'applique aux algorithmes. Et par ça, j'entends par exemple tout le cadre sur la non-discrimination. Ça, c'est un cadre qui s'applique à toute politique publique, tout algorithme, voire tout usage dans le secteur privé. Et je pense que c'est important de le rappeler parce qu'on a tendance tout de suite, quand on voit algorithme, quand on voit IA, à se focaliser sur les choses qui sont spécifiques à ces systèmes techniques, alors qu'il y a tout un ensemble de choses qui sont pas directement, enfin qui sont beaucoup plus larges et qui sont aussi toutes très utiles pour se rappeler qu'il y a des droits fondamentaux à respecter et que ça devrait être la base de tout. Le bigger than us, mais appliqué à la tech. La tech, l'algorithme n'est qu'un moyen et donc il faut vraiment parler d'autre chose que simplement être focalisé sur les réglementations. Et ne pas réinventer la roue, c'est ça. Ne pas réinventer la roue. Ouais. Ceci étant dit, il existe effectivement dans le domaine de la transparence, qu'on peut considérer comme non suffisante, mais un préalable, un prérequis au fait que l'administration développe des systèmes de manière raisonnée, éclairée, etc. Et puis redevable en fait envers les citoyens et citoyennes. De la transparence, il y a un cadre français spécifique qui n'est pas le RGPD, qui est encore autre chose, qui est dans le code des relations entre le public et l'administration pour les gens qui aiment ce genre de choses. Et je vais en parler aussi en termes de droits plutôt qu'en termes d'obligations des administrations. Donc vous, en tant que citoyen ou citoyenne, si un algorithme est utilisé pour prendre ou pour aider à prendre une décision administrative qui vous concerne, vous avez le droit de savoir qu'un algorithme a été utilisé. Donc ça, c'est l'obligation de mention explicite des administrations. Donc par exemple, quand vous recevez vos allocations chômage, vous avez le droit de savoir qu'un algorithme a été utilisé pour ce calcul. Vous avez le droit de comprendre ce qui a mené à cette décision, donc notamment les paramètres, mais aussi la manière dont le système a été utilisé par un agent, par exemple. Et en tant que tout le monde, on a le droit de connaître les algorithmes, les principaux algorithmes utilisés par les administrations. Donc ça, c'est les administrations qui ont l'obligation de réaliser un inventaire de leurs algorithmes et de le publier, par exemple, sur leur site internet. Vous avez le droit de savoir, vous avez le droit de comprendre, vous avez le droit de connaître. Ça ne dit pas comment on exerce ce droit. Est-ce que parce qu'on a le droit, l'administration est obligée de nous le communiquer de façon proactive, ou est-ce qu'on a le droit de poser la question, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est très vrai. Alors, mention explicite, c'est une obligation des administrations proactives, donc elle doit le dire. L'explication individuelle, donc les paramètres, ça c'est à la demande de la personne, c'est un peu comme l'explication. Et la publication de l'inventaire, c'est une obligation par défaut, pareil, sans demande de personne. Mais Soisy, comment on fait pour les algorithmes complexes qu'on a pu évoquer, par exemple Albert, c'est juste des milliards de paramètres. Donc, comment tu les communiques au public? Il n'y a pas d'explicabilité, c'est des boîtes noires ces algorithmes-là. Donc comment tu donnes des traces au public? Oui, alors il y a deux choses. Déjà, Albert ne tombe pas sous le coup de ses obligations parce que c'est pas un algorithme qui permet de prendre des décisions. Donc il y a aussi les limites de cette loi qui ne s'applique qu'à des cas très spécifiques. Mais si on voulait, parce que aussi on peut aller plus loin avec la transparence. Donc si on voulait rendre transparent Albert, il y a deux choses. Il y a se rappeler que ou d'autres algorithmes, prenons en exemple des algorithmes réels, tu vois, qui amènent, des fois aussi c'est des dizaines ou des centaines de paramètres, donc ça peut être complexe en termes de transparence. Comment tu fais? Parce qu'effectivement, donc ce qu'on entend par transparence, c'est pas que la transparence technique du système, donc c'est pas que les paramètres, c'est tous les choix qui vont être autour. Et dans les choix, ça peut être, notamment sur les algorithmes plus complexes, les jeux de données utilisés, les poids, ça on peut rendre public aussi. Ça c'est des choses techniques. Mais ça peut être aussi le processus qui a mené à la décision de prendre de recourir à un algorithme. Ça peut être pareil les documents d'évaluation, ça peut être les documents des budgets, ça peut être un schéma qui vous montre quel rôle joue l'algorithme dans la prise de décision. Par exemple, si c'est un score qui est utilisé par un agent de contrôle, comme à la CAF, quel rôle le score joue dans la décision de l'agent de contrôler ou non les dossiers. Donc on voit qu'en fait, l'opacité technique, elle n'est pas un obstacle à la transparence parce qu'il y a plein de choses qu'on peut rendre transparentes au-delà de la technique. Et il y a d'ailleurs des pays qui le font et qui ont des guides sur ça, notamment le Royaume-Uni qui a un inventaire assez fourni et les Pays-Bas aussi, qui encouragent à aller au-delà de
transparence technique. Nous, on est sur Nantes, on le dit souvent, on enregistre à Nantes. On enregistre d'ailleurs, rappelons-le aussi, dans les locaux de l'ISECCOM. On les remercie. Guillaume, merci. Bisous de nous prêter le studio. C'est l'épisode de tous les bonjours et les merci. Alors, Nantes a été assez précurseur, puisqu'il y a eu une publication directement sur le site web de la ville, mais aussi sur des sites ouverts, des algorithmes qui étaient utilisés dans le public, notamment sur la tarification solidaire des transports. Je crois que c'est aussi sur le domaine de la cantine, bref. Est-ce que c'est le type d'initiative à suivre ? Est-ce que c'est suffisant ? Et est-ce qu'il y a d'autres domaines publics qui ont emboîté le pas ? Oui, tout à fait. Typiquement, Nantes a été une des premières, voire des seules administrations à faire un pas vers le respect de son obligation légale de publication des algorithmes. Et on est bons les Nantais, moi je vous le dis. Hein. Et ouais. Non, mais et même en Europe. Enfin, moi je viens de rendre un rapport sur tout à fait sur les inventaires d'algorithmes publics en Europe. Et j'ai fait un inventaire d'inventaires. On est bien dans le méta. Ouais. Et il y en a une quarantaine. Et Nantes fait partie de ces villes. Et Nantes, ils ont été assez ambitieux aussi parce que justement, il me semble que les algorithmes publiés, ils ont voulu publier les codes sources aussi. Et mais ce qui veut dire aussi que si on n'a pas le code source ou si on peut pas publier le code source, il peut y avoir une hésitation à publier des algorithmes pas finis ou moins bien documentés. Moi, le message que j'aurais, c'est faut publier, même s'il y a moins d'informations, parce que ce qui est très important pour l'instant, c'est de savoir que les algorithmes existent. C'est déjà un premier pas qui est hyper important. Ouais. Mais oui, typiquement, en tout cas, dans le domaine de la transparence, avoir une liste de quels algorithmes les administrations utilisent, c'est un premier pas qui est essentiel et qui, pour l'instant, est encore très balbutiant. Alors, si on résume un peu en termes de prescription, tu nous as dit plusieurs choses. Je prends un peu de recul là. Tu nous dis, d'abord, il faut réfléchir à là où on met des algorithmes et puis pas voir tout comme des clous quand on a un marteau. Il faut se poser la question de si c'est utile, judicieux. Tu nous dis, il faut faire preuve de transparence, donc déjà indiquer qu'il y a un algorithme pour ça, c'est le niveau 0 de la transparence, je pense qu'on peut le dire. Et puis ensuite, faire de la transparence sur comment sont prises les décisions, comment est construit l'algorithme, quels en sont les résultats. Docteur Swazik, est-ce que tu as d'autres éléments dans la prescription à nous donner pour un bon usage des algorithmes dans le domaine public ? C'est une bonne question. Alors, on peut aussi parler de participation citoyenne, de participation des personnes concernées. Ah oui. Moi, parfois, j'ai peur de ça parce que je pense qu'il peut y avoir une participation qui un peu un théâtre de la participation, une participation washing ou, par exemple, pour Parcoursup, c'est assez rigolo. Ils avaient fait, c'était suite à la réforme d'APB, ils avaient fait toute une réforme de tout le système et le public avait été amené à choisir le nom de la plateforme. Donc on voit que la participation se situe à un niveau c'est du démocratic washing effectivement. Non, moi je pense que un de mes chevaux de bataille, mon grand chemin de bataille, c'est la discrimination et les conséquences sur les droits fondamentaux. Donc ça va être se concentrer sur l'impact que ces systèmes vont avoir sur les droits fondamentaux. Et ça peut passer par des évaluations techniques, ça peut passer par effectivement la participation avec les personnes concernées. Alors moi, ça me fait penser à un exemple, là pour le coup, qui est positif, je crois, mais je veux être sûr que ça a bien tourné. France Travail, en l'occurrence, a monté un comité éthique autour de l'IA. J'avais entendu Jean-Gabriel Ganassia s'exprimer là-dessus et expliquer que le comité éthique s'était exprimé contre le fait de faire un score d'employabilité pour tous les chercheurs d'emploi parce que c'était trop discriminant et que ça n'avait pas dû être appliqué. Je crois avoir entendu ça il y a environ 2-3 ans. Où ça en est ? C'est une bonne question et je crois que la Quadrature du Net a publié un article sur France Travail où il parle de ce score d'employabilité. Alors, moi, les comités d'éthique, je pense que c'est intéressant parce que c'est toujours intéressant de mettre en place des garde-fous. La question, c'est est-ce que l'avis de ce comité d'éthique a effectivement été suivi ? Et souvent, ce qu'on constate avec ce genre d'instance, c'est que c'est un avis consultatif et qu'après, l'administration n'est pas tenue de donner suite. Mais je peux donner un exemple positif sinon, de choses que moi je trouve vraiment bien. Positif. Comme ça nous voilà, c'est sympa. En termes de participation, il y a la ville de Portland qui a mis en place et il y en a aussi en France, mais je vais parler de Portland pour nous faire un peu voyager. En même temps, à Portland, ils ont un comité de 3 personnes qui sont choisies annuellement, qui sont rémunérées et qui siègent dans un comité
à Portland pour avoir un droit de regard sur les technologies de surveillance utilisées par la ville, donc tout ce qui va être caméra, etc. Et moi, ce que j'aime dans cet exemple, c'est que c'est des personnes qui sont rémunérées, donc il y a une compensation de leur travail qui est importante. C'est des personnes qui sont choisies pour être représentatives des différentes populations qui sont servies dans la ville de Portland et qui donc peuvent porter aussi une voix un peu plus collective. Donc ça, cet aspect collectif, il me paraît hyper important. Et puis avec vraiment cette volonté d'écouter leur voix et pas seulement que ça soit une consultation qui viendrait entériner, apporter une espèce de tampon participatif sans qu'en réalité ces personnes n'aient pris vraiment part à la décision. Précisément, alors les comités éthiques, tu nous as dit c'est bien mais c'est pas toujours suivi parce que c'est consultatif. Néanmoins, ça intervient quand même en amont, plutôt que d'aller chercher en aval des preuves du bien fondé de la démarche, de l'évaluation des risques, mais aussi l'évaluation des performances, etc. Donc on voit bien quand même qu'il y a un gap, et notamment avec ce qui est légalement obligatoire, on n'y est pas. Donc c'est quoi les autres initiatives pour combler ce manque de transparence, quand bien même il est légal? C'est entre les mains de qui? C'est une fois de plus aux citoyens de devoir faire l'effort de comprendre tout ça, ensuite de se regrouper pour demander des comptes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais que toi tu milites, tu as écrit, tu as contribué avec un collectif de journalistes, Lighthouse je crois, à révéler un certain nombre de choses. Est-ce que ça doit passer que par des activistes, mais auquel cas on va mettre du temps, enfin je pense. C'est quoi les autres initiatives? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a deux niveaux en fait. Il faut que l'administration s'empare de ces sujets et il faut que l'administration déjà remplisse mieux ses obligations légales et puis se prépare aussi à l'entrée en vigueur de l'AI Act, du règlement européen sur l'intelligence artificielle, qui pose de nouvelles obligations, ça c'est intéressant, notamment des obligations avant la mise en œuvre des systèmes, etc. Mais donc ça veut dire, pardon, je t'interromps 2 secondes, mais il faut que l'administration française respecte ses obligations. D'accord, mais donc ça appartient à qui de les lui faire respecter, puisque pour le moment elle ne les respecte pas totalement. C'est quoi le cadre contraignant qu'il faut mettre en place pour que ça se respecte? Oui, alors c'est une bonne question et en fait moi pour tout vous dire, c'est des questions sur lesquelles, en tout cas sur qui pour faire respecter en termes de recommandations de politique publique, c'est des questions sur lesquelles je me concentre moins maintenant, parce que je pense que c'est aussi très important de constituer des contre-pouvoirs citoyens. C'est pas la charge de ce travail ne devrait pas reposer uniquement sur les associations, les collectifs de journalistes, les citoyens-citoyennes. C'est injuste en fait de faire ça. Et ce n'est pas à eux de faire respecter la loi. Idéalement, c'est aux régulateurs. Ça va être la CNIL, ça va être la CNIL qui normalement aussi devrait être chargée de la mise en application de l'AI Act. Ça va être les équipes de la défenseur des droits aussi. Qui ont des pouvoirs et qui peuvent porter un regard sur ces systèmes. Ça pourrait être la DINUM qui, comme elle développe des systèmes, et puis on se rappelle, moi quand je travaillais à Etalab, je travaillais justement sur la mise en œuvre de ce cadre légal de la transparence, mais Etalab est une administration, enfin la DINUM est une administration, ce n'est pas un pouvoir externe, donc on peut le rappeler aussi. Mais donc il y a des gens dans l'administration qui peuvent s'en saisir. Au niveau des collectivités, il y a aussi des collectivités qui le font très bien. Donc on peut penser à tout ce qui va être les personnes en charge de la protection des données, les personnes en charge de la non-discrimination, les directions de la transformation numérique, soit interministérielles, soit ministérielles, soit dans les collectivités. Toutes ces personnes-là peuvent s'engager en fait pour parler de ces systèmes. Et aussi, je finis ma longue litanie, les administrations métiers qui sont en charge de secteurs. Donc par exemple, la protection sociale, se poser la question de comment je fais moi dans mon domaine ou dans le travail. Enfin, les administrations elles-mêmes. On a parlé de France Travail, on a parlé de la CNAF. Toutes ces administrations-là doivent s'en saisir en fait. Mais c'est super cette longue liste, parce que si parmi vous il y en a qui font partie de cette liste, on compte sur vous vraiment. Non mais sincèrement. Non mais c'est vrai. C'est un appel, c'est clair. C'est tout à fait vrai. Est-ce que tu vois d'autres domaines qui sont à risque, qui vont être particulièrement à surveiller dans les mois qui viennent? Alors je parle pour la France, mais peut-être qu'on peut s'inspirer de ce qu'ont fait d'autres pays qui ont peut-être une forme d'avance, alors pas très bonne pour le coup. Continuons de voyager. Continuons de voyager, tu vois, et qui pourraient arriver en France et dont il faut un peu se méfier là, de façon un peu proactive.
C'est une question très intéressante. Donc moi, j'ai un prisme très protection sociale, mais on en a déjà parlé, donc je vais pas m'étendre. Après, c'est des tendances qui sont très très importantes en Europe et dans le monde. Donc c'est un sujet qu'il faut continuer à regarder. Je pense au domaine de la sécurité, aussi... tu sais, par exemple, avec les caméras, etc. Il y a eu beaucoup d'expérimentations pendant les JO qui sont en train qui vont être continuées. Qui vont être continuées, deviennent structurelles. Exactement, prolongées. Le domaine de la santé aussi, il y a pas mal d'initiatives donc, qui peuvent être aussi dans les administrations publiques. Comme on anime le débat démocratique là-dessus, il faut solliciter les citoyens dans ces cas-là. Alors, on parle beaucoup de référendums sur d'autres sujets, mais ce serait quoi le meilleur moyen de solliciter l'avis citoyen, le débat démocratique ? Moi, ma démarche, je n'ai pas d'injonction globale, mais moi, ma démarche, ça a été de me dire, il y a déjà des gens qui travaillent sur ce sujet dans différents secteurs, des gens organisés, donc ça va être des associations, par exemple dans le domaine de la santé, des associations de patients. Il y a des syndicats aussi qui travaillent sur la question, sur les droits sociaux. Donc la CNAF, c'est travailler avec des associations d'accès aux droits sociaux. Moi, ma démarche, c'est de travailler avec ces collectifs-là qui réfléchissent déjà à ces questions, qui ont une expertise de terrain et qui peuvent ensuite intégrer les problématiques numériques dans leur mandat global et dans leur réflexion globale. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être puissant parce que, encore une fois, on ne réinvente pas la roue. On se dit, les algorithmes, ça sert à mettre en œuvre des politiques publiques spécifiques et on peut travailler avec des gens qui sont déjà concernés par ça. Exactement. Bah écoute, je crois qu'on va conclure cet épisode sur cette phrase tout à fait positive. Hein. Il faut que l'on se prenne chacun en main. Il faut un véritable maillage. Et avant tout ça, il faut une sensibilisation. Il faut que tout le monde comprenne tous ces enjeux et tout ce qu'il y a derrière. Et j'espère que modestement, on y aura contribué grâce à toi, Swazik, dans cet épisode. Un grand merci. On vous invite, vous qui écoutez l'épisode de Swazik, à réécouter aussi notre épisode avec Laure Lucchesi, que tu connais, puisque tu l'as croisé à Etalab. Tout à fait. Laure, avec qui on avait parlé d'open data, les données au secours de la démocratie, justement, saison 3, épisode 8. Allez sur notre site web. Merci Swazik, pardon, parce que merci Swaz. Non, mais on a passé un tellement bon moment. C'est ça. On peut aller sur des diminutifs. Merci Swaz. Ouais. Bah voilà, merci Swazik. Vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, restez encore quelques minutes. On va débriefer juste Mick et moi-même et Greg, le monteur, des bonnes idées qui ont été partagées avec Swazik. À très bientôt, Swazik. Au revoir, Swazik. À bientôt. Merci, au revoir. Trench Tech, esprit critique pour Tech éthique. Les algos, c'est de la politique publique et il faut remettre les algos au service de la politique publique et pas la politique publique qui va se faire influencer par les algos finalement. C'est fort cette pensée. Ça y est, il est parti, mais comme en 40. Juste, j'ai fait une petite boulette. J'ai oublié, au moment de remercier notre ami Swazik, de rappeler l'adresse de l'Observatoire des algorithmes publics, l'odap.fr, donc oui.odap.fr. Et vous pouvez suivre Swazik sur LinkedIn et sur Blue Sky. On avait dit qu'on l'appelait Swaz d'ailleurs. C'était sympa cet épisode en détente là. Très sympa avec Swaz qui était en détente effectivement, mais qui nous a un peu tendu sur 2-3 sujets parce que c'est vrai qu'on reproche très souvent nous aux GAFAM, hein, pour les nommer, en tout cas aux entreprises privées, de pomper toutes nos datas, nous surveiller avec, etc. Et avec tout un tas de biais et des algorithmes et voire des IA qu'on ne comprend pas bien. Quand ça se passe quand ça se situe au niveau de l'administration française, monsieur, de surcroît, ça a aussi de quoi nous inquiéter, surtout qu'on voit que, comme dans pas mal d'entreprises, toi qui accompagnes les entreprises et moi aussi, malheureusement, l'administration publique, elle commet la même erreur, c'est-à-dire on y va parce qu'il faut en faire, et parfois on ne s'est pas posé la question de est-ce qu'on en a vraiment besoin. Tu veux directement aller sur cette question-là, Cyril? Oui, monsieur. C'était le moment chaud de l'épisode, ça nous a fait complètement déraper du timing, sachez que normalement on est sur 20 minutes environ sur chacune des séquences, on était à une demi-heure. Mais il fallait en parler. Il y a une vraie tension là-dessus, tu le dis, on le voit dans le privé, mais on le voit aussi dans le public. Comment en même temps faire de l'innovation sur le volet technologique de l'innovation, hein, et qui nécessite forcément de tester, forcément de pas être sûr, forcément de dépenser de l'argent pour explorer et puis voir ce qui va se passer. Et puis parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et en même temps être bien respectueux des politiques publiques et de se dire voilà, on veut répondre à un problème et on veut pas juste tester un nouvel outil parce qu'il y a un nouvel outil qui sort. Mais l'innovation, elle est là aussi. Oui. Et donc, je suis assez partagé sur ce pan-là du truc. Bien sûr, au monde généralisé, il faudra être hyper prudent sur les IA. Mais il faut que même dans le public,
on puisse tester pour savoir ce qui va marcher ou pas. Elle ne dit pas qu'il ne faut pas tester, elle ne dit pas qu'il ne faut absolument pas d'IA, etc. Elle dit simplement qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, de façon assez triviale. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a remis un peu la mairie au centre du village, comme on dit, en matière d'algorithmes et d'intelligence artificielle. Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit autour d'Albert, les maisons France Service, etc. Mais il y a déjà énormément d'algorithmes qui sont à l'œuvre, donc ces fameux algorithmes dits déterministes dans la plupart des administrations françaises. On a parlé des impôts, on a parlé de Parcoursup, on a parlé du gros scandale autour de la CAF, enfin de la CNAF et des différentes CAF. Et donc, savoir qu'il y en a qui sont programmés de façon déterministe en disant s'il se passe ça, alors tu décides ça, etc. C'est déjà une première avancée pour comprendre la différence avec les IA. Mais dedans, elle nous dit attention, c'est pas parce que c'est déterministe que c'est plus clair déjà, qu'on comprend tout. Ceux qui pratiquent Parcoursup comprendront. Mais il y a aussi des biais humains. Quand elle nous dit que la CNAF préférer cibler les trop perçus que plutôt ceux qui ne touchent pas suffisamment d'argent, en tout cas en temps et en heure, ça fait partie de choix qui sont des choix qui nous engagent tous à l'échelle démocratique, parce que est-ce qu'on considère ça normal ? Elle redit, l'algo, c'est de la politique publique et non pas l'inverse. Donc effectivement, tu as raison, il faut vraiment le voir, et c'est ce qu'elle nous dit, sous l'angle de ce que ça crée, des services que ça crée, des problèmes que ça va poser, et au service de la politique publique finalement. Finalement aussi quand même, son grand combat à elle, c'est celui de la transparence. Oui. Et tu as raison, elle dit pas il faut pas faire d'algo, elle dit pas il faut pas faire d'innovation. J'ai un petit peu caricaturé peut-être. Mais par contre, elle a raison de le dire. Toute expérimentation doit être faite en transparence, doit être pilotée, doit être maîtrisée, doit être mesurée, et il doit y avoir une évaluation de cette expérimentation. Et dans le domaine public, elle devrait être totalement transparente, elle devrait être livrée aux citoyens simplement pour l'exercice démocratique. Et par obligation, et il y a des obligations légales, elle nous le rappelle, et tout le monde ne les suit pas. Donc il y a un véritable sujet là aussi éminemment démocratique. Si toi tu suis pas les obligations, tu vas te faire rattraper par la patrouille. Si on a parlé de municipalité en citant Nantes tout à l'heure, si tout le monde ne joue pas le jeu, qui va leur taper sur les doigts? Et est-ce que c'est fondamentalement le job à chaque fois des citoyens, des journalistes, des collectifs, dont en plus certains ont beau jeu de dire ouais mais c'est toujours les mêmes qui viennent nous enquiquiner, machin, etc. Je trouve qu'il y a un jeu de dupes là-dedans qui est pas très agréable à entendre, et en prendre conscience, ça énerve un petit peu. Ah ouais, t'as bien raison. Et puis elle montrait bien que finalement il faut que ce soit toute la société qui puisse s'impliquer dans cet exercice démocratique autour des algorithmes. Elle a cité des agences étatiques, elle a cité la CNIL et autres, elle a dit des collectifs de citoyens, mais elle disait aussi des associations. Ouais. Et finalement, on voit que c'est un vrai point démocratique, de choix démocratique dont il faut se saisir aussi aujourd'hui. Et pour cela, il faut d'abord que les gens soient éclairés, parce que tout le monde a tendance à penser que ces sujets de la tech et des algorithmes et des IA en particulier sont tellement techniques que c'est l'apanage de simplement quelques experts, et que donc ils ne peuvent pas les penser par eux-mêmes. J'espère que modestement, chez Trench Tech, on vous aide sur ce plan-là. Merci de nous écouter, merci de nous suivre. Trench Tech. Et voilà, nous avons passé plus ou moins 60 minutes ensemble pour exercer notre esprit critique sur la transparence des algorithmes publics. On espère que cet épisode avec Swazik Pénicaud vous aura autant plu qu'à nous. Et on espère aussi que vous allez continuer à exercer votre esprit critique pour une tech plus éthique en notre compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, peu importe, là où vous nous écoutez en tout cas, de lever un pouce sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Ça vous prend quelques secondes et nous, ça donne du sens à ce que l'on fait. Et puis tiens, pour nous quitter, Mick, j'ai envie de vous laisser méditer sur ce que nous disait Patrick McGoohan. Vous savez qui c'est, Patrick McGoohan? Non? Ça vous dit rien? C'est le célèbre agent numéro 6 de la série Le Prisonnier en 1968. Il nous disait « Je ne suis pas un numéro. Je suis un homme libre. Alors, je ne veux pas être pressé, fiché, estampillé, marqué, démarqué ou numérisé, numéroté, en fait. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.